Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Nouvel épisode cette semaine un peu en dehors des terrains parce qu'on va parler du Hall of Fame. Le Hall of Fame, là, un ovni dans le paysage de la NBA. Pour ce faire, j'ai avec moi Madiane et tu m'as avoué, Madiane, et je l'ai bien senti, que cet épisode t'a particulièrement inspiré. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de découvertes et beaucoup de choses qui me paraissaient évidentes et au final, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, bah non, ok, bon bah très bien, c'est comme ça en fait. Et je l'ai trouvé très intéressant et je pense que beaucoup d'auditeurs vont être très intéressés par nos découvertes respectives. C'est ça, on est très surpris. Le thème du jour, c'est peut-être l'opacité. Ça sera peut-être le thème du jour. En tout cas, on va donc revenir sur le Hall of Fame en lui-même, c'est-à-dire sa création, son histoire, se demander si c'est vraiment une institution en déclin, comme le pensent beaucoup, et puis on va essayer à la fin, forcément, de savoir quel joueur actuel, actif, devrait ou pourrait rentrer Hall of Fame. C'est très important. Dans la première partie, on va vraiment essayer de se concentrer sur l'histoire du Hall of Fame pour comprendre, pourquoi certaines choses qui sont critiquées et critiquables à l'heure actuelle découlent plus ou moins de l'histoire et de la création de l'institution. Le programme est donc extrêmement chargé. Je ne vais pas prendre plus de temps. On marque une pause et on se retrouve tout de suite. Madiane, pour débuter ce podcast, je vais te poser la même question qu'à nos followers sur Twitter. La question, elle est simple, mais seulement en apparence. En une phrase, selon toi, c'est quoi le Hall of Fame ? Le Hall of Fame, c'est un groupement qui fonctionne par cooptation d'anciens joueurs, coachs, dirigeants de la NBA, contributeurs à la NBA et au basket nord-américain, qui est dans le Massachusetts à Springfield, au mémorial de Naismith, le créateur du basket. Et qui nomine finalement chaque année différents contributeurs, que ce soit des joueurs, des entraîneurs, etc., selon certains critères. Exactement. On voit que là, Madiane, c'était une fausse question parce que tu as préparé comme moi le sujet, donc on sait, mais c'était très intéressant de voir les réponses qu'on a pu avoir sur Twitter. Et beaucoup de personnes se sont concentrées sur ce que devrait être le Hall of Fame et pas vraiment sur ce qu'est le Hall of Fame. Et ça, je vais répéter cette phrase de nombreuses fois dans ce podcast. Je peux pas en vouloir aux auditeurs et à nos followers parce que expliquer ce qu'est le Hall of Fame, c'est assez compliqué. Alors, on va faire très simple. On va prendre la définition que se donne à lui-même ce fameux Hall of Fame, et ça ressemble beaucoup à ce dont tu as parlé, Madiane. Je cite, situé à Springfield dans le Massachusetts, la ville où le basketball est né, le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame est une organisation indépendante à but non lucratif, dédiée à la promotion, la préservation et la célébration du basketball à tous les niveaux, féminin et masculin, amateur et professionnel, coach et contributeur à la fois au niveau national et international. Et là, on a une des premières clés, Madiane, c'est souvent le Hall of Fame est associé à la NBA. C'est faux. Il n'y a aucun lien officiel entre le Hall of Fame et la NBA. C'est un Hall of Fame du basketball. C'est un peu différent des autres ligues américaines où c'est assez accolé pour la NFL, la NHL et la MLB avec la ligue. Ici, il y a une volonté universaliste, internationale, ce qui fait que, souvent, quand on compare les Hall of Fame, le Hall of Fame Basketball dit oui, mais moi j'ai une visée universaliste, ce qui explique pourquoi j'amène plus de personnes, pourquoi mes règles sont un petit peu différentes des autres. Donc c'est la première chose. Ensuite, je te laisserai continuer. Comme tu l'as dit, ce n'est pas limité aux joueurs. Contributeurs, c'est assez large, qu'on peut faire entrer plein de monde. Et alors si on rentre un peu dans le droit américain, ça répond au droit américain au statut 501C, c'est un peu l'équivalent de notre statut 1901 pour les associations, la loi 1901 pour les associations. Donc le Hall of Fame, c'est une association. Et quand on regarde les fameux statuts de cette association, Madiane, préservation, promotion, célébration, c'est quand même extrêmement large. C'est-à-dire que cette essence du Hall of Fame, dont on parle souvent, elle est extrêmement difficile à définir. On n'a pas de texte, on n'a pas de manifeste pour nous dire c'est quoi cette essence du Hall of Fame? On ne sait pas, en fait. Tout à fait. Et c'est peut-être, ce qui me fait revoir un peu en perspective certaines nominations. Par le passé, on pouvait discuter, débattre. En fait, je vois pas, en fait, finalement, comment je peux débattre parce que je n'ai pas les critères et je ne sais pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a des... Non, mais honnêtement, c'est-à-dire que si ça se trouve à leurs yeux, il y a telle ou telle chose qui est prépondérante.
Et moi, je ne l'ai pas de visu parce qu'en fait, il y a rien qui est communiqué là-dessus. Donc, c'est extrêmement bizarre. On n'est pas dans NBA 2K. Il y a, pour avoir son joueur qui finit au Hall of Fame, il y a une certaine liste, une petite liste d'achievements qu'il faut remplir, etc. Et si t'as assez de points, tu vas au Hall of Fame. En vrai, c'est pas tellement comme ça. Et tu peux avoir des choses. Exemple, Sabonis est au Hall of Fame pour une contribution qui n'a rien à voir avec la NBA. Sabonis, son passage en NBA, on peut l'ignorer. Enfin, il a fait des belles choses, mais pas assez pour aller au Hall of Fame au vu de sa contribution NBA. Et pourtant, il y est. Il y a d'autres personnes qui ont eu des contributions très universitaires qui finissent au Hall of Fame, et ça n'a rien à voir avec la NBA. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est souvent un piège. Exactement. On va voir qu'il y a une dimension internationale qu'il faut peut-être relativiser. On va la relativiser par la suite. C'est-à-dire c'est peut-être, la clé de voûte sera bien souvent dans une intronisation ce que tu as fait dans le basket nord-américain. Alors, la dimension internationale servira peut-être d'argument supplémentaire. Mais si on doit retourner aux origines de cette opacité, Madiane, c'est dans l'histoire même du Hall of Fame qu'on va la trouver. La création de l'organisation. Alors, que sait-on de la création du Hall of Fame? Bien pas grand-chose en fait. Et le vrai problème, c'est que la seule source qui nous parle réellement de la création du Hall of Fame basket, c'est le Hall of Fame basket. Et ça, normalement, moi on m'a appris dans mes études que quand c'est une institution qui dit sa propre histoire, ça sent toujours très mauvais. Alors, pour vous résumer en quelques paragraphes ce qui est dit sur la page du Hall of Fame sur sa création, vous allez voir, en réalité, on n'en sait pas grand-chose. Je cite: la grande ouverture du hall en 1968 est le résultat d'un plan de jeu qui a débuté plus de 30 ans auparavant. Les premières graines sont plantées en 1936 quand les États-Unis battent le Canada dans le match pour la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Berlin. Le Dr Naismith, canadien, assiste au match grâce à la générosité et la prévoyance de l'Association des coachs de basketball, qui a levé assez d'argent dans les mois précédant la cérémonie d'ouverture des Jeux pour l'envoyer l'inventeur à Berlin. Donc, le Dr Naismith arrive à Berlin, il voit les Jeux et c'est une émotion assez particulière pour lui dans sa vie. Peu de temps après, donc, l'association des coachs de basketball s'attelle, ils veulent créer une statue pour le Dr Naismith qui vient de mourir. Seconde Guerre mondiale, ils ne peuvent pas, ils attendent. En 1949, l'association des coachs de basket renouvelle son engagement de créer d'ériger une statue pour le Dr Naismith qui était mort. 10 ans plus tard, en 1959, malgré l'absence de structure, le Basketball Hall of Fame était incorporé et la première classe désintronisée était annoncée. C'est tout. C'est-à-dire que, on nous dit, une association des coachs de basket envoie le Dr Naismith à Berlin pendant les JO, il revient, il décide de vouloir faire plus, entre-temps, il décède, ils veulent ériger une statue et le Hall of Fame est créé. C'est tout. On n'a pas plus d'éléments. Et du coup, Madiane, ça pose une question. Alors certes, il a gagné en légitimité, ce Hall of Fame, mais de base, c'est quand même extrêmement léger comme institution. Il a la légitimité qu'on lui accorde. C'est comme la valeur d'un billet de banque finalement. C'est parce qu'on a décidé de regarder, de discuter du Hall of Fame, de regarder les speeches, etc. Il y en a eu d'excellents, que maintenant il a acquis ce statut. Mais c'est un statut qu'il a gagné plus tard, mais sans finalement le faire par la création. Si ça avait été créé, je ne sais pas un comité officiel et non pas une association des coachs. Il a gagné ses lettres de galon, donc on n'est pas en train de dire que le Hall of Fame est nul, ne veut rien dire ou quoi que ce soit, mais sa création et ses critères sont, disons, pas ceux à quoi on aurait pu s'attendre si on me parle du Hall of Fame. On me pose la question il y a 3 ans, je ne sais rien de tout ça, je me dis bah non, le Hall of Fame c'est la NBA qui l'a créé, c'est la NBA qui le gère, etc. Bah non, pas du tout. Puis je suis d'accord, enfin c'est de l'histoire des institutions, de la sociologie des institutions. Tu as le droit, il y a plein d'organismes qui sont créés à partir la création est un petit peu bizarre, mais au fil du temps ça se légitime. Le Hall of Fame c'est légitimé. Le problème c'est que le Hall of Fame est toujours extrêmement opaque. Et là, Madiane, on est obligé de parler du sommet de l'opacité. Franchement, quand j'ai lu les trucs, je me suis demandé si j'étais pas au Vatican et que je parlais pas de NBA. C'est le fameux processus de sélection. Là, on va demander aux auditeurs de s'arrêter 2 secondes. Comment on sélectionne quelqu'un qui va au Hall of Fame ? Franchement,
si ne serait-ce que 3% de nos auditeurs ont la réponse, vous connaissez extrêmement bien la NBA. Parce que moi, avant de travailler vraiment sur ce podcast, j'avais quelques idées, mais je ne savais pas ça précisément. Pardon. Alors, on va peut-être commencer, Madiane. J'ai beaucoup parlé niveau explication. Je vais te laisser en dire une petite partie sur comment ça se passe au niveau du processus. Tout d'abord, je pense que c'est une partie que nos auditeurs doivent connaître à minima, pour la plupart. Ça va être le dossier, c'est-à-dire que quand un joueur, lui, veut rentrer au Hall of Fame, il a un dossier à compléter. Il y a 3 parties. Il doit le rendre très précisément avant le 1er novembre de l'année en cours. Et pour être éligible, il faut qu'il soit à la retraite depuis 3 ans. Avant 2018, c'était 5 ans. Il y a eu aussi une réforme, mais pareil... Personne n'en a entendu parler. Mais surtout, pourquoi? J'ai cherché des raisons, j'en ai pas. Donc voilà. Il doit renseigner donc une fiche de renseignement qui est produite par le bureau du Hall of Fame. Bon, ça c'est le dossier. Et ensuite, des extraits de presse, d'articles et toute information publique concernant le joueur. Cette partie est intéressante parce qu'en fait, le joueur doit quelque part prouver son impact sur le jeu. Le but de l'association, c'est de parler du basket, de l'impact du basket, etc. Et précisément les extraits de presse, d'articles, etc. C'est justement pour parler de son impact qui va être important parfois dans certaines sélections. Et enfin, les données statistiques de la carrière du joueur qu'il doit fournir. Donc voilà, on a un peu ces 3 composantes, une fiche bateau, son impact sur le jeu en parlant bien de la sphère médiatique et des articles et tout ce qui est public sur le joueur, et les stats, parce que les stats sont très importantes pour la section. Et ensuite, je pense que tu peux passer au fleuron du Hall of Fame, les fameux comités. Les comités. Donc, on a donc fait, Madiane, imaginons, tu entres au Hall of Fame, je te fais cet honneur. Donc, tu as déjà rempli le fameux dossier dont tu viens de parler. Alors ensuite, il y a d'abord 2 procédures de sélection qui sont différentes. Il y a 2 comités qui vont mettre en place une première sélection. Il y a un comité nord-américain et un comité féminin, Women's Committee. C'est pas du jugement, c'est vraiment le nom des 2 comités. Donc le comité nord-américain a 9 membres, on ne les connaît pas. Le comité des femmes a 7 membres. On ne connaît pas non plus la composition des... Ce qui est sûr, c'est que pour passer du coup, pour que ton dossier passe, Madiane, il faut que tu aies 7 voix sur 9 au minimum dans le comité nord-américain et 5 sur 7 dans le comité féminin. Il y a une limite. Le comité nord-américain peut proposer jusqu'à 10 personnes, le comité féminin jusqu'à 4. Donc, première chose, on passe à une première procédure de sélection. Madiane, si tu as déposé ton dossier, tu ne sais pas qui vote, tu ne sais pas si tu as passé 7 sur 9, 8 sur 9, 8 sur 9, 9 sur 9 ou si tu as eu 2, tu ne sais pas du tout. Et deuxième chose, tu peux passer à l'étape suivante sans vraiment le savoir. L'étape suivante, du coup, c'est l'étape du conseil d'administration. C'est la seule étape qu'on connaît de toutes. C'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration qui se trouve sur le site du Hall of Fame où on apprend et on va examiner le dossier pour savoir si tu n'as pas nui à l'intégrité du jeu. Ensuite, Madiane, je ne pense pas que tu aies nui à l'intégrité du jeu. Donc du coup, ça dépend si tu viens le vendredi soir avant scène, si ça se trouve, je nuis à l'intégrité du jeu. Je ne sais pas. Et ensuite, du coup, tu arrives dans le comité d'honneur. Donc, tu as passé le premier comité, tu as passé le test pour savoir en gros si tu as pas nui à l'intégrité du jeu. Tu arrives au comité d'honneur, 24 membres, selon le site du Hall of Fame, des Hall of Famers, des dirigeants du basket, des administrateurs, des membres des médias et d'autres experts du jeu. Encore une fois, on ne sait pas qui sont ces personnes, on ne sait pas où ils se réunissent, on ne sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a 24 membres et qu'il faut au minimum 18 votes pour être intronisé au Hall of Fame. Madiane, l'opacité, le secret, c'est assez incroyable quand même. C'est-à-dire que c'est une organisation, et là on en vient à son statut indépendant, dont on a parlé au début, qui n'a aucune transparence. On ne sait pas qui vote, on ne sait pas pourquoi ils votent, on ne sait pas les critères. Les critères, on les a grâce à l'analyse des cuvées successives. On ne sait rien du tout, en fait. Non, et c'est ça qui est proprement bizarre, c'est que je m'attendais à, je sais pas, pour candidater, il faut au minimum avoir fait ça, ça ou ça, enfin, des choses, des critères ou quelque chose, ou pourquoi... Et non, en fait, on sait pas. Et pareil, sur les comités de sélection,
on sait que tu as forcément réussi à passer le comité de sélection. On ne sait pas comment, on ne sait pas qui était avec toi dans la liste, qui on a recalé pour toi. Du coup, en fait, quand on parle, tiens, tel joueur Hall of Fame, c'est bizarre. Tiens, lui, first ballot, c'est bizarre. Ça m'inspire pas grand-chose. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça se trouve cette année-là, il y avait pas grand monde, il rentrait dans les critères, il a eu des votes pour et voilà. Il pouvait rentrer dans la liste. Mais c'est bizarre, hein. C'est extrêmement étrange, tu vois, le manque de transparence. Alors c'est peut-être des éléments auxquels on est plus sensible parce qu'on est plus investi dans la NBA, mais par exemple, le vote du MVP des finales, je sais qui sont les journalistes qui ont voté, je sais pour qui ils ont voté. Enfin, je sais. Le Hall of Fame Basketball ne veut pas que l'on fasse, et je m'excuse, j'ai sûrement déjà dû le faire, parler de Hall of Fame NBA, mais vous allez voir pourquoi on fait souvent cet amalgame-là. Le Hall of Fame Basket, je ne sais pas. Le Hall of Fame NFL, je vais sur le site de la NFL, j'ai la liste. Je sais qui sont les personnes qui ont voté, qui sont les personnes accréditées pour voter. Alors, j'ai pas toujours leur vote, mais je sais ce qu'ils ont fait. Là, il y a aucune espèce de transparence. C'est aberrant. Deuxième chose qu'on peut ajouter pour ce qui est de la sélection, Madiane, c'est que depuis 2011, il y a 4 comités. Imaginons que tu veux t'ajouter à un de ces comités-là. C'est-à-dire que eux, tu leur envoies directement ton dossier et ils peuvent sélectionner sans passer par les autres étapes. On a le comité des contributeurs. Donc, vous voyez tous les journalistes, etc. C'est très large, contributeurs, hein. On a eu un ancien dirigeant de la FIBA qui est rentré grâce à ça. Les pionniers afro-américains. Le jeu international, c'est comme ça que c'est appelé, hein, sur le site du Hall of Fame, International Game, et les vétérans, donc plus de 35 ans après leur retraite. On remarque une chose, Madiane, la portée internationale du Hall of Fame, on va quand même extrêmement la relativiser. C'est-à-dire qu'on a 6 comités en tout, on en a un qui offre une place pour le jeu international. Oui. Et finalement, quand on voit les joueurs européens qui ont été intronisés, on pense à Drazen, Sabonis, dont j'ai déjà parlé, Kukoc. Il y a une teinte NBA finalement. Est-ce que, imaginons, Sabonis ne vient jamais, est-ce que Sabonis il a sa nomination? Peut-être pas finalement. Ok, il y a quand même des choses, on va dire assez opaques, et c'est vrai que c'est très NBA centré. Par exemple, il me semble qu'il y avait un joueur très fort grec, en plus passé par l'Amérique, Nick Galis. Il me semble pas qu'il soit au Hall of Fame, et pourtant en Europe, il a envoyé des cartons de points sur tout ce qui bougeait. Donc voilà. Donc il y a des choses bizarres, on va dire, et c'est effectivement très 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 NBA. Puis le problème de tous ces comités de sélection, selon moi, Mathiane, c'est, tu vois, quand on présente la classe de Hall of Fame, on fait rarement la distinction. On dit rarement telle personne. Alors, on peut deviner pour ce qui est des pionniers. On peut deviner, par exemple, on a vu Chuck Cooper arriver au Hall of Fame. Si on connaît l'histoire de la NBA, on va comprendre. Mais moi, j'ai un exemple, c'est 2016. Annonce du Hall of Fame, on nous annonce Shaquille O'Neal, Allen Iverson, Yao Ming. Et je me rappelle à l'époque, j'étais parmi ceux qui avaient crié au scandale en me disant, il y a quand même, Yao Ming, certes, a eu une carrière, mais fait un peu tâche. Le truc, c'est que quand j'ai fait mes recherches pour ce podcast, quand j'ai regardé, il faut vraiment chercher loin, il faut aller dans le communiqué de presse, et ben on remarque que Yao Ming, il est intronisé via le comité international. Et du coup, ça prend tout son sens, en fait, parce que de un, il y a cette teinte NBA dont tu parlais, parce que Yao Ming a quand même eu un impact en NBA. Et puis, d'un point de vue international, oui, il a gagné 3 fois l'Asia Cup avec la Chine, il a été double porte-drapeau de la Chine aux Jeux Olympiques 2004-2008. Il a eu un impact monstre sur le basket en Asie. Donc là, ça se comprend. Mais en fait, on ne me l'explique pas. C'est-à-dire que moi, en tant que... Alors je sais, c'est un peu prendre parfois les observateurs pour dire que les observateurs ne font pas leurs recherches, mais c'est le cas. C'est-à-dire que c'est pas dit clairement que Yao Ming répond à une autre procédure de sélection que Shaquille O'Neal et Allen Iverson. Tout à fait. Et du coup, tu as l'impression que les 3 ont été choisis sur un pied d'égalité, ce qui a fait bizarre, parce que Shaquille O'Neal et Allen Iverson, c'est un calibre comme assez haut. Et du coup, tu vois Yao Ming à côté, tu te dis, bah tiens, pourquoi? Et en fait, tu te rends compte qu'il n'est pas passé par le même processus.
Et c'est bizarre parce que du coup, on t'annonce les 3 d'un seul coup. Tu n'as que cette liste finale où on te dit cette année, on va introniser tel joueur. Et c'est finalement le seul moment où c'est très transparent pour nous. Et du coup, on comprend pas ce qui s'est passé. Il faut aller chercher l'information comme quoi il est passé par le comité international. J'ai juste une petite correction. Ningali, c'est bien Hall of Fame. Ça fait partie des joueurs non NBA. Même s'il a été drafté par les Boston Celtics, ça fait partie des joueurs non NBA à avoir réussi à rentrer au Hall of Fame. Ils sont 6. C'est très peu, tu vois, la dimension. C'est pour ça, on va tout de suite, quand on parle de Hall of Fame NBA, dans les textes, c'est faux, mais c'est plus qu'un Hall of Fame NBA, c'est un Hall of Fame nord-américain. Il y a vraiment une grande prégnance du nord des États-Unis et du nord, et voilà, le lapsus, du nord de l'Amérique et plus que ça des États-Unis, on va être honnête. Du coup, Madiane, on parle souvent de réforme du Hall of Fame, mais la première réforme, est-ce que c'est pas tout simplement la transparence? Arrêter avec cette opacité totale? Pour moi, oui. Pour moi, il faut savoir d'entrée, en fait, quand quelqu'un est intronisé, il faut savoir finalement, de quel comité ça sort, d'où ça vient. Par exemple, si c'est Yao Ming et que c'est l'international, du coup, tu sais qui est nominé à ce titre-là. Tu regardes aussi qui a voté dans les comités. Ok, ils font leur sélection, ils proposent 10 personnes maximum. Ok, moi j'aimerais bien savoir sur qui ils ont voté, l'état des votes. C'est comme le MVP finalement, parce que ça permettrait de comprendre et puis peut-être des critères. Hein, parce que là, les critères, et on en parlera parce qu'on fera aussi notre petite sélection, nos petits avis, etc. Les critères, c'est compliqué et typiquement il y a des joueurs que moi je mettrais pas, mais rétrospectivement en examinant ce qu'ils font, ils vont y être. Du coup c'est bizarre, c'est très bizarre. Tu te dis non lui jamais, c'est pas Hall of Famer. D'ailleurs on parle souvent de les joueurs en interview disent oui lui c'est un futur Hall of Famer etc. Qu'est-ce que ça veut dire hein? Moi j'ai des joueurs, je vous dis c'est des futurs Hall of Famer, vous allez halluciner hein. Ouais, pour la suite, ça va être pas mal, mais ouais, plus de transparence évidemment. J'aime bien moi ce que peut faire par exemple la NFL où tu as la liste des finalistes, c'est-à-dire en gros tu sais, tu vois le fameux tour avant le comité d'honneur où ensuite on réduit la liste, tu sais qui arrive là. Oui. Et du coup, tu peux te dire, il y avait la running joke comme quoi Weber n'arrivait pas à rentrer dedans. Ça se trouve Weber en fait il a passé 5 ans au stade du comité d'honneur où il a pas réussi à le passer et du coup il l'a passé au bout d'un an. Ou alors peut-être ça faisait 5 ans qu'il était bloqué à la première étape. Tu vois, tu peux pas dire. Puis aussi le vrai problème c'est de pas rendre les noms publics. Ça va cultiver les fantasmes déjà parce que moi j'ai lu des trucs incroyables comme quoi ils devaient brûler les votes etc. Je sais pas si c'est vrai. Ça me paraît un petit peu quand même un petit peu extrême. Et puis aussi plus le comité est restreint, plus le comité est anonyme, plus tu peux laisser place à des règlements de compte ou à des histoires personnelles que tu n'auras jamais si tout est public en fait. Parce que on a eu des cas où il y a eu des votes totalement lunaires sur des trophées NBA. Quand c'est public, forcément t'essayes d'être un peu... Alors, c'est assez côté négatif, mais c'est aussi... le point positif, c'est de mettre les gens face à leurs responsabilités. Madiane en a beaucoup expliqué pourquoi le FM est totalement dysfonctionnel. Maintenant, on a parlé de l'institution, parlons des joueurs. Alors, vous l'avez bien compris, il y a tellement une teinte NBA États-Unis qu'on va se concentrer principalement sur la NBA de notre côté. Madiane, c'est quoi un Hall of Famer? Alors, je me suis posé... Alors moi, Hall of Famer, j'allais dire... soit MVP, soit multiple star, DOL NBA, etc. J'étais parti sur ces critères très hauts. Et en fait, je me suis rendu compte en examinant la liste que c'était plus large, beaucoup plus large que ça, et que finalement, pas forcément besoin d'être MVP, de faire des All-NBA en pagaille, etc. Et je suis tombé sur un article de Justin Kubatko, donc lui, il a fondé notamment Basketball Référence, donc très stats, donc j'aime beaucoup. Et lui, il a créé une espèce d'étude rétrospective et une formule en fait pour gagner des points. Et il a regardé rétrospectivement est-ce que ça matchait et puis il a ajusté sa formule. Il a réussi à trouver une formule qui, moi, quand je l'ai du coup lancée pendant toute ma matinée dans mon Excel, a donné plutôt des bons résultats. J'ai 2-3 ajustements peut-être à faire, mais franchement c'est très très bien. Donc lui, le nombre de matchs que tu as disputés qui t'apportent des points.
le nombre de points par match, rebonds par match, passes par match, le nombre de All-Star Games disputés, le nombre de bagues de champion que tu as et le nombre de MVP. Ça donne des points. Selon certains critères, t'es capé. Par exemple, on te donne un point tous les 40 matchs joués au-dessus des 400, mais tu peux pas gagner plus de 15 points. Donc ça permet aussi d'écrémer les joueurs sur les stats. Par exemple, sur les points, t'as une limite de 20 points au-dessus de 10 points. Donc tu en marques 22 ou 25 de moyenne, tu gagnes pas plus de points. Ça permet juste d'avoir un score. Et à la fin, selon les scores, on a des chances. Donc, si tu fais plus de 50, la médiane du Hall of Fame, c'est 50. Si tu fais plus que la médiane, tu as 100% de chance de rentrer au Hall of Fame. Il n'y a pas de cas. Plus de 50 à ce scoring, tu n'es pas au Hall of Fame. Entre 40 et 50, ça se discute plus. Au-dessus de 40, tu as 65,85% de chance de rentrer au Hall of Fame. T'as de bonnes chances, mais ça dépendra du dossier. Si t'es à 40 tout juste, ça va peut-être être compliqué, mais s'il y a d'autres contextes universitaires ou internationaux, peut-être que tu pourras rentrer. Notamment, c'est le cas de Yao Ming. Moi, à 49, il y a bien moyen que tu rentres par tes propres moyens. Et au-dessus de 30, là, c'est 12,5%, entre 30 et 40. Donc là, vraiment, on rentre sur les exceptions à la règle, qui rendent que quand il y a des cas difficiles, et on parlera plus tard des cas difficiles. Très bien. J'ai bien aimé que tu aies insisté sur le nombre de matchs joués parce que visiblement, quand on fait des recherches sur le Hall of Fame, on remarque... Alors, le dire, ça paraît évident, mais la longévité reste le premier des facteurs. Alors moi, j'ai trouvé en gros que la médiane se situe aux alentours des un peu plus de 1000 matchs joués. On sera à 1050. C'est énorme. Pour vous donner juste un titre pour un peu voir c'est quoi 1050 matchs joués. Actuellement, à NBA, il y a que 8 joueurs qui ont passé ce cap-là. Et vous allez voir, bizarrement, il y en a beaucoup dont on va parler après. LeBron James, André Iguodala, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Trevor Ariza, Chris Paul, Lou Williams, Paul Millsap. La moitié sont en Hall of Fame. On en parlera. C'est très important. Il y a aussi la moyenne de points. Je suis tombé sur un article assez intéressant, Madiane, qui expliquait la différence entre... En gros, c'est quoi être un All NBA, donc un des meilleurs joueurs sur une année, et être un Hall of Famer, donc un des meilleurs joueurs de l'histoire, d'après ce que nous dit le Hall of Fame. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie différence au niveau des matchs joués, mais aussi au niveau des points. C'est-à-dire que les points en carrière, les Hall of Famers sont près des 20, ce qui est énorme sur l'étendue d'une carrière, parce que c'est bien beau de tourner à 25 quand tu es à ton prime, mais ça veut dire que tu tiens longtemps avec des moyennes qui sont très intéressantes. Et effectivement, je vais te lancer là-dessus, Madiane, mais on voit que le Hall of Fame, c'est un panthéon de prix. C'est-à-dire que les All-Star Games sont déterminants, les bagues sont déterminantes, les All-NBA sont déterminantes. C'est beaucoup de récompenses, en fait. Et c'est pour ça que, bien souvent, le débat se limite à regarder le CV du joueur et se dire, bon, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, bon, tu peux rentrer au Hall of Fame. C'est extrêmement bizarre et du coup il y a effectivement ces 20 points de moyenne qui semblent très importants. Il y a aussi le fait, et ça c'est plutôt lié à l'histoire de la ligue, où tu as plus de gros rebondeurs que de passeurs qui sont récompensés. C'est-à-dire que c'est de l'étude rétrospective et je pense que l'évolution du jeu fera que cette moyenne se lissera, donc ça nous donne plutôt un indice historique sur ce qu'étaient les meilleurs joueurs à un certain moment, mais il y a plus de joueurs proches des 10 rebonds que de joueurs proches des 10 passes en général, et même il n'y a pas non plus énormément de très bons passeurs. Donc il y a aussi ça, et moi je vois beaucoup d'importance liée au All-Star Game, plus que des All-NBA. Alors que pour moi, une All-NBA First Team a beaucoup plus de valeur qu'un All-Star Game. Pourtant, par exemple, il est très rare de voir des joueurs à 6 ou 7 All-Star Game pas y être, c'est quasi impossible. Le seul, je te coupe, on a une seule occurrence d'un joueur qui a minimum 7 All-Star Games qui n'est pas Hall of Famer, c'est Lou Frost, c'est un joueur qui a évolué dans les années 50. Dès que tu as 7 All-Star Games, tu es Hall of Famer. C'est automatique. Tout à fait. Et du coup, il y a aussi une prégnance à ça. Et enfin, il y a une dernière chose qui est très intéressante, c'est que tous les MVP, ils sont pour l'instant. Ah,
teasing pour la suite. On vous annonce tout de suite qu'on aura un petit volet d'Eric Rose, parce que le cas d'Eric Rose est vraiment fascinant. Et je te rejoins, le All-Star Game, on voit vraiment qu'il a une importance totalement déterminante, les points en carrière par rapport aux rebondeurs. Moi, j'ai cherché pour quelqu'un qui pèse dans mon cœur, vous devinez qui, et le top 15 des rebondeurs NBA dans l'histoire, ils sont tous au Hall of Fame. Tous. Il n'y a pas un top 15 NBA rebondeur qui n'est pas au Hall of Fame. Alors, Madiane, pour un peu avancer, parce qu'on va un peu préciser notre définition du Hall of Famer au fil des exemples. Il y a un article très intéressant sur lequel je suis tombé qui expliquait qu'en moyenne, il y a 26 joueurs Hall of Fame par année sur les parquets NBA. On va y revenir à la fin de l'émission. Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de Hall of Famer, etc. Nous, on veut vraiment la question la plus évidente. Est-ce qu'il y a trop de joueurs Hall of Fame? On se la garde pour la fin. Madiane, on va jouer à un jeu. Essayer de trouver qui sont ces 26 joueurs actuellement en NBA. Moi, j'ai classé ça un petit peu. On a classé ça tous les deux un petit peu différemment. Moi, alors déjà, on précise avant toute chose. Ce sont les joueurs qui, selon nous, vont y aller. On ne dit pas que c'est légitime. Et c'est pas notre avis, hein. Il y a des joueurs, on va les citer, c'est pas notre avis, hein. Ce n'est pas notre avis. On anticipe juste. On se dit, d'accord, il y en a 26 en moyenne, et ça a d'ailleurs tendance à augmenter avec le temps. Où sont-ils? Ce que je te propose, Madiane, c'est de commencer par la première catégorie, c'est-à-dire les joueurs qui y sont, même s'ils s'arrêtent maintenant. Oui. Je te propose de faire un ping-pong, et je vais te laisser commencer. Eh ben, LeBron, avec un score incroyable. Okay. Voilà, on expliquera peut-être pour d'autres, mais moi j'ai Kevin Durant, voilà, oui. MVP, multiple MVP des finales, ce qu'il a fait avec Team USA aussi également. Là, on est sur les joueurs qu'on appelle first ballot. Petite précision avant de continuer. First ballot, c'est quand vous accédez au Hall of Fame la première année de votre éligibilité. C'est-à-dire, vous pouvez déposer votre dossier, vous déposez la première année, vous êtes sélectionné. Voilà, c'est un petit peu un honneur ultime. On a donc LeBron, KD, je te laisse continuer. Ah, Chris Paul, hein, forcément. Chris Paul y est. Je vais te rajouter un petit, allez, dédicace à Adrien, Carmelo Anthony. Tout à fait. Il y a une époque où il y avait un débat Carmelo. Les gars, il va être dans le top 10 des scoreurs all-time. D'après mes calculs, il devrait finir top 8. Ça, NCAA, Team USA, First Ballot. Il y est largement. Ouais, largement. Il passe mes critères. Il est sur le scoring. Je vous avais dit plus de 50. Vous êtes Hall of Fame. Il est à 57,6. Ouais, tranquille. James Harden, MVP. Ok. Forcément. Il est dans cette. On en parlait au niveau du scoring. En gros, dès que t'es dans le top 50 all-time dans le scoring, t'es au Hall of Fame. James Harden y est. Tu me donnes du James Harden, allez, un coéquipier de James Harden, Russell Westbrook, oui. Le MVP, les triples-doubles, etc. First ballot aussi. Oui. Eh ben, j'accompagne un autre MVP, Stephen Curry. Ok, largement, Steph Curry, les MVP, les records à 3 points, etc. Là, on commence à aller vers un petit peu plus dur. Allez, là, c'est le cœur qui parle. J'ai mis mon Dwight Howard. Oui, il y est pour moi. Top. Alors, il est actuellement 11e au rebond. Souvenez-vous, j'ai dit que tous les joueurs du top 15 étaient Hall of Famer. Il devrait finir top 8. Probablement passer Nate Thurmond, Kevin Garnett et Robert Parrish. Il est 3 fois défenseur de l'année, 8 fois All-Star, 8 fois All-NBA. Il sera probablement First Ballot Hall of Famer. Oui, il a même une bague en plus pour accompagner tout ça. Il a 56,4 au score que j'ai défini. Donc au-dessus, pareil, il passe la barre facilement en fait. On a eu un débat en off à un moment. Et moi, j'avais dit à l'époque, pour moi, Dwight n'est pas Hall of Famer. Ben m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Et j'étais allé revoir du coup, et effectivement, ne serait-ce que le nombre de sélections All-Star qu'il a, à 8, pas être sélectionné Hall of Fame, c'est impossible. Ça n'a jamais existé. Ok. Ah, tu me fais passer pour un fanboy là. et du coup, moi dans cette catégorie des first ballot, il m'en reste 2, Madiane. Est-ce qu'il t'en reste aussi 2? Il m'en reste 2, dont un que je n'aime pas. Ah, il m'en reste 3, pardon. Ah, il t'en reste 3. Je sais plus c'était à qui. Moi, j'ai Giannis. J'estime que Giannis, il s'arrête demain. Il a le titre. Encore une fois. C'est pas ce qu'on pense nous, c'est ce qui va se passer. Giannis s'arrête demain, multiple MVP, défenseur de l'année, titre en première option. Il est first ballot.
Enfin, je veux dire, la question c'est de savoir, ils vont sûrement l'amener du coup avec le comité international, passons. Mais en tout cas, first ballot pour Giannis Antetokounmpo. Qui t'as d'autres? Non, j'en ai qu'un seul, pardon, parce que l'autre c'est une erreur de copier-coller. Ça me faisait peur. Ah. Justement, j'ai vu son nom. Moi, je vous dis, malheureusement, prime au rebond, Anthony Davis, il sera. Ah. Mais moi, mon dernier joueur, c'est pas AD, hein. Ah. Tu sais qui c'est. Mais là, c'est la différence, c'est intéressant, c'est la différence entre nos deux stratégies. C'est-à-dire que moi, là, moi, Anthony Davis, c'est dans le camp d'en dessous, c'est-à-dire il ira au Hall of Fame, mais je sais pas encore s'il sera first ballot. Moi, mon dernier joueur, c'est Kawhi Leonard. Ah, intéressant, oui. En fait, je pense que Kawhi, les modèles statistiques, j'ai déjà vu ça, ne l'aime pas du tout pour le Hall of Fame, parce que statistiquement, en fait, il a peu de saisons quand on calcule bien au très très haut niveau. J'estime que ces 2 MVP des finales dans 2 franchises différentes, ces titres font de lui un first ballot Hall of Fame. Oui. Du coup. Et le scoring le désavantage parce que chez moi, il le met à 41,6. Et il est pas aimé, justement, de ses algos. C'est exactement ce que t'expliquais, Ben. C'est que, du coup, moi, il apparaît dans la catégorie d'en dessous, même si mon avis personnel, n'est pas là. Et ben, du coup, on peut résumer. Donc, il y a une petite nuance, mais en tout cas, selon nous, LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Carmelo Anthony, James Harden, Russell Westbrook, Dwight Howard, Chris Paul, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo. Pour toi, Anthony Davis sont donc first ballot Hall of Famer. Ils arrêtent leur carrière, ils y rentrent selon ce qu'on a vu dans l'histoire. Oui. Problème, Madiane, c'est que je t'ai dit 26. Ça nous en donne que 11 là sur 26. Faut donc en trouver 15 ailleurs. Et là, on va rentrer dans le folklore. Là, le folklore, c'est là, je pense. Est-ce qu'on peut dire, Madiane, que c'est là où se pose le problème des gens? Je pense que pour beaucoup de personnes, la liste devrait s'arrêter là. Oui. C'est là où, hors les joueurs potentiels qu'on a aussi identifiés, mais dans des joueurs, là, on a cité des joueurs qui ont passé leur prime où ils sont encore, mais voilà, enfin, ont passé ce pic de leur carrière, donc on l'a déjà vu leur pic de carrière. Et pour nous, ça s'arrête là. Et là, on va avoir des joueurs à sélectionner qui ont aussi passé leur pic de carrière et qui, nous, dans notre esprit, et en tout cas dans le mien, n'y seraient pas, mais théoriquement, si on suit ce qui s'est fait par le passé, ils seront. Très bien. Là, on précise, on entre dans une semi-projection. Il y en a pour certains, c'est plus de la projection de l'autre. Alors là, c'est là où ça devient marrant parce que vous avez vu, on n'avait pas échangé sur la liste des first ballot et à un nom près, on a la même presque. Oui. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Du coup, on est dans les joueurs qui seront au Hall of Fame. C'est pratiquement sûr selon nous. Allez, on va chacun donner un nom et peut-être un peu débat. Je te laisse commencer. Allez. Je vais te faire mal d'entrée, Kevin Love. Là, tu fais plus mal aux auditeurs qu'à moi. Vas-y. Kevin Love, selon les critères du Hall of Fame, il est pas garanti. C'est-à-dire que il se peut qu'il n'y rentre pas pour X raisons, ok. Mais théoriquement, avec son score, il n'y a pas énormément de joueurs qui sont pas rentrés. Il a 47,45. C'est pour moi quasiment sécurisé pour lui. Ça fait mal. Ça fait mal. Là, pour beaucoup de personnes, c'est un peu la décadence du Hall of Fame dont on parle souvent. C'est un peu ça. J'aime bien Madiane qui commence tout de suite par un des noms les plus problématiques. Mais effectivement, tu l'as dit, cette préférence pour les rebonds qui peut s'expliquer historiquement parce qu'avant c'était une stat qui était beaucoup plus mise en avant que maintenant. Mais effectivement, quand tu dois en chercher 26, peut-être que Kevin Love y sera. Alors moi, je vais faire dans le beaucoup moins polémique. Nikola Jokic, il est MVP. Et on en parlera plus tard, mais ça te garantit quasiment l'accession au Hall of Fame. On peut imaginer qu'il a encore plusieurs années de prime devant lui, donc il y sera. Jokic. Tout à fait. Damian Lillard. Lui, il m'a posé énormément de problèmes, Lillard. 6 All-Star Games. Rien que 6 All-Star Games, que ce soit en moyenne de points ou en moyenne d'assists, ça lui permet de scorer pas mal chez moi. Avec 6 All-Star Games, tu rentres. Hein. Il a été aussi MVP du All-Star Game. Alors, stat, je défends ma paroisse. Hein.
c'est incroyable. Pratiquement tous les MVP du All-Star Game sont Hall of Fame. Alors vous allez me dire, c'est logique. Oui et non, parce que vu qu'on présente souvent ce match comme la foire d'empoigne, bizarrement, tu remarques que depuis le dernier, ça doit être Glenn Rice de mémoire. Depuis 90, tous les mecs qui sont MVP du All-Star Game finissent au Hall of Fame. Donc, Dame Lillard, je t'expliquerai quand on finira avec l'histoire des joueurs qui... est-ce qu'il y en a trop? Je t'expliquerai pourquoi Lillard, pour moi, c'est un peu un cas de conscience de... Peut-être que Lillard me pose plus de problèmes que ça. Enfin bref, on va y revenir. Donc Dame Lillard, je l'avais aussi dans ma liste, hein, mais moi ça me pose certains problèmes. Allez, je vais changer un peu de braquet. Marc Gasol, parce que la longévité est aussi le côté international. C'est-à-dire que Marc Gasol, il a, avec l'Espagne, il a ses titres, il a cette importance dans le basket international. Puis au niveau de la NBA, il y a la longévité et il y a également ce titre de défenseur de l'année. Alors ça peut paraître limite, c'est très très ric-rac, mais là, si je pense à un comité un petit peu sombre, je pense que Marc Gasol peut y aller. Il ne rentre pas dans mes critères objectifs, mais au comité international, pour moi, il passera. C'est-à-dire que effectivement, dans les critères objectifs que j'ai définis, ça rentre clairement pas, mais il aura d'autres portes. Et là, Madiane, imagine dans Gasol, on sait pas trop s'il va jouer, allez, on va dire 8 ans, allez, 7-8 ans, le jour où on annonce Marc Gasol au Hall of Fame. Alors là, brouhaha pas possible sur sa sélection, alors qu'en fait, ça sera le comité probablement international qui l'aura choisi. On a donc dit du Kevin Love, Jokic, Damian Lillard, Marc Gasol, on en a donc 4, je te laisse continuer. Kyle Lowry. T'as décidé d'être dans la provoque, James. Non, mais c'est pas de la provoque, c'est du dépit de le dire. Mais 6 All-Star Game, Kyle Lowry, il passe les critères, il va arriver à ses 1000 matchs cette saison. Ok, ses moyennes, que ce soit au point, c'est peut-être là où il souffre le plus, mais il a une bonne moyenne au niveau des assists, mais surtout une bague de champion, 6 All-Star Game. Kyle Lowry, il va sans doute passer les critères. Alors peut-être pas, si ça se trouve non, mais il est typiquement Kyle Lowry, je l'ai à 41,2. Donc c'est limite, mais c'est ce que je vous ai dit. Il y a quand même quasiment 60% de chances d'y être quand on y est. Donc oui, Kyle Lowry, il peut finir au Hall of Fame. Et puis, alors il y aura ce débat, on l'aura un petit peu plus tard, hein, sur la valeur des All-Star Games dans l'Est des années 2000-2010, qui va se poser sur certains noms dont on parlera. Allez, on parle de l'Est. Il y est toujours. J'ai Kyrie Irving. Je l'ai retrouvé ma stat. C'est ça. Dans toute l'histoire, seulement 4 joueurs qui ont été MVP All-Star Games sont pas Hall of Fame. Kyrie alors il n'a pas le CV le plus ronflant. Vu la personnalité de Kyrie, peut-être que d'ici là, il fera quelque chose qui nuira à l'intégrité du basket. On ne sait pas, mais en tout cas, Kyrie a le profil d'un joueur qui devrait aller au Hall of Fame. Lui, ça va plutôt être une candidature qui aura du poids sur ce qu'il a fait en play-off. Il aura beaucoup de poids à ce niveau-là. Oui, et puis voilà, il a quand même accumulé 7 All-Star Games, pareil, ça c'est un gros critère. Sur la moyenne de points, il est pas mal. Là, ça va être sur le nombre de matchs joués, il faut qu'il se pète pas trop et qu'il puisse en accumuler, mais il y sera très très certainement. Ok, je te laisse continuer, Diane. Paul George qui lui aussi peut prétendre à une place Hall of Fame avec 7 sélections All-Star Game, des moyennes de points tout à fait convenables. Il a joué 706 matchs pour l'instant, donc ça rentre dans une catégorie de fortement probable Paul George. On verra en fonction de ce qu'il fait par la suite. S'il y a un effondrement soudain, on n'exclut rien. Mais là, la route me semble toute tracée pour un Paul George Hall of Famer. Joel Embiid. Alors là, c'est un peu plus de la projection que mes choix précédents. Je mets Embiid parce que déjà, c'est un joueur qui est pas loin. Déjà, il a déjà 3 All NBA. Le cas Embiid, c'est vraiment la projection sur son avenir et est-ce qu'il va être en capacité de rester en bonne santé. Mais si tu lui offres 3-4 années à ce niveau-là, il y est. Il va y être. Tout à fait. Je l'ai aussi, je l'ai dans la catégorie un peu plus potentielle, mais pour moi, effectivement, il y a de fortes chances qu'il y aille. Je vous rajoute par-dessus un petit Klay Thompson. Pourquoi ? C'est un critère un peu différent qui fait rentrer très fortement Klay Thompson. C'est le nombre de bagues qu'il a
Klay Thompson, et le nombre de bagues qu'on a quand même a une bonne influence. C'est pas ça a été le troisième meilleur joueur de l'équipe pendant 2 saisons et le deuxième meilleur joueur pendant une saison. Néanmoins, 3 bagues, ça se respecte très fort au Hall of Fame. Et pour moi, rien qu'avec ça, il se dégage assez de marge pour, à mon avis, pouvoir rentrer à la fin de sa carrière. Quand tu regardes les joueurs qui ont plus de bagues, en fait, tu remarques que vous regardez même sur Wikipédia, vous allez voir, il y a du jaune partout. Il y a beaucoup de Hall of Famers, c'est-à-dire les joueurs qui ont de nombreuses bagues. Quand tu commences à arriver à 3, 4, tu commences à avoir de sérieuses chances si t'es autre chose qu'un, bien sûr, un role player. Oui. Je vais rester, du coup, à Golden State, je vais mettre Draymond Green. Alors, selon moi, Draymond Green est beaucoup plus légitime au Hall of Fame que Klay Thompson. Genre, pour moi, il n'y a pas de débat. Genre, il est 15 fois plus légitime. Alors, encore une fois, on discutera bien évidemment de la cohérence de tout ça, la légitimité de faire entrer ces joueurs, mais je sais que comme Kawhi, ton algorithme aime pas Draymond Green. Ça, j'en suis persuadé. Ah, ça c'est, il l'a rejeté direct. Mais pour moi, il doit pas être bien loin, en fait. Il doit vraiment pas être bien loin du Hall of Fame. Alors, j'y ai pensé, du coup, je l'ai fait rentrer et j'ai vu que le score était absolument horrible. Néanmoins, je te l'accorde avec ses bagues et son importance dans peut-être une des meilleures équipes de sa décennie, et sans doute même la meilleure équipe de sa décennie. Les records aussi. Il se peut qu'il y rentre quand même, malgré le fait que statistiquement, il n'a pas le profil d'un Hall of Fame, mais il faut faire attention. À Rocky, il y a les rebonds, mais Ben Wallace qui va faire son entrée, Big Ben, n'a pas non plus un profil statistique très correspondant au Hall of Fame, et pourtant il y rentre. Donc il faut faire attention quand tu as ta légitimité, ton importance sur des titres et du coup un impact différent dans le jeu, mais qu'on voit clairement dans des équipes mémorables, ce qu'ont été du coup ces Pistons. Ben oui, tu rentres, du coup tu peux rentrer, donc il se peut qu'il rentre, mais ce n'est en tout cas pas sûr. Et ben du coup, on en a 11 de base, on en a rajouté Kevin Love, 12, Jokic, 13, Lillard, 14, Gasol, 15, Laurie, 16, Kyrie, 17, Paul George, 18, Joel Embiid, 19, Klay Thompson, 20, Draymond Green, 21. Moi, ma liste est terminée, Madiane, donc je te laisse le loisir de nous dire tes 5 derniers. Je pense que les 5 derniers, là, on va vraiment être dans la projection. Alors non, moi j'en ai un pas de projection, ça va être Blake Griffin. Les gens, ils vont. En vrai, il y a plus personne qui nous écoute là. Mais je suis désolé, mais c'est les. Moi, j'ai joué la carte de l'objectivité, mais Blake Griffin, c'est plus de 20 points de moyenne. Alors ok, sur le nombre de matchs, c'est peut-être pas assez, mais plus de 20 points de moyenne, 5 fois All-Star, il est limite, mais on en a vu d'autres qui ont été rentrés. Moi, j'ai un cas qu'on débattra juste après, très limite, qui est rentré au Hall of Fame. Donc pour moi, Blake Griffin, son critère, il a tout à fait sa chance. Après, pour passer sur le cas Blake Griffin, le reste, c'est la projection, c'est les nouveaux, Luka Doncic, Zion, Booker, Mitchell, Young, Tatum, ça c'est un peu, c'est les noms, on les met, ils sont clairement pas les accomplissements qu'ils font. Quoique, Luka Doncic, rien que pour l'international, MVP de l'Euroleague, etc. Pour moi, il a déjà le dossier ficelé bien comme il faut. Donc là, je pense vraiment que dans 2-3 ans, il pourrait déjà rentrer. Ouais, c'est pas un scandale. Non, c'est pas un scandale parce que les accomplissements en Europe, il est MVP de l'Euroleague, il a gagné l'Euro. Il en a des choses déjà faites, on se rend pas compte, mais il en a des choses déjà faites, ce petit bonhomme. Et moi, je regarde en profil, alors ok, il y a les circonstances tragiques, mais Drazen, il a des accomplissements à peu près, plus longs certes, mais il a des accomplissements en Europe, des accomplissements en NBA, ça l'a fait rentrer. Alors ok, il y a les circonstances tragiques de sa disparition, néanmoins, un profil un peu similaire avec double carrière, rentré en NBA quand même assez jeune pour pouvoir contribuer, et finalement il y est. Donc non, il faut se méfier. Luka Doncic a déjà un très très bon CV, et après le reste, on n'est pas étonné sur les noms que j'ai lâchés. Et Ilias serait là en train de me gueuler 10 CAD STP.
C'est aussi un futur Hall of Famer, mais voilà. Donc il y a aussi la jeune garde. On ne peut pas deviner s'ils y sont, mais on sait deviner que certains auront des dossiers sérieux à leur fin de carrière. C'est ça, c'est que là on peut pas prévoir, mais en gros dans les joueurs cas classique, dans les joueurs qui sont dans leur première et deuxième année, il y a minimum 2 Hall of Famer, minimum, voire probablement 3 ou 4. Donc voilà, ça c'est très compliqué. Parlons de compliqué, Diane. Ouvrons le dossier d'Eric Rose. Parce que j'ai dit, en parlant de Nikola Jokic, qu'en gros, le MVP t'assurait plus ou moins la présence au Hall of Fame, et l'histoire le montre. Plus ou moins. T'es MVP, tu vas au Hall of Fame. Il y a des cas de joueurs MVP dans les années 70 qui ont très peu d'années au haut niveau, qui ont, de mémoire, il y a un cas dont je me rappelle plus exactement, qui a 7 années au haut niveau, qui a une saison MVP, qui est au Hall of Fame. Derrick Rose, Diane, est-il un Hall of Famer? Alors, je dirais que dans les faits, dans mes stats, dans tout ce que j'ai, il n'y est pas théoriquement. C'est-à-dire qu'il a un score de 35,15 et du coup, je vous avais dit que dans la fourchette 30-40, il y a 12% de chance. Mais justement, ces 12% de chance, je pense que c'est pour des cas comme celui de Derrick Rose. C'est-à-dire que c'est un cas plus large et plus compliqué et que on sait ce qu'il aurait pu donner. Il a certes peu de saisons à ce niveau parce qu'il n'a que 3 All-Stars et un All-NBA. C'est le plus jeune rookie MVP. Et moi, j'ai déjà vu du coup des exceptions qui ont fini au Hall of Fame, notamment du coup par exemple quelqu'un de très similaire qui est Ralph Sampson, qui a seulement 3 saisons et demie quasiment à très haut niveau et après derrière il n'y a pas grand chose dans sa carrière. Et il a réussi à y rentrer alors que il dispute 11 saisons et 456 matchs, soit 41,45 matchs par saison. Donc un dossier mais compliqué. Et d'ailleurs, moi j'étais disons très étonné qu'il y soit allé. Mais il a été élu en 2012 et pour moi, rien que ce cas-là de carrière très éphémère avec 3 saisons et demie et puis le reste pas ouf pour des blessures, pour d'autres raisons, etc. On lui a quand même accordé à ce titre-là. Donc pour moi, Derrick Rose réussira à passer cette exception, non pas au regard de ses accomplissements, mais tout simplement sur ce qu'il aurait peut-être pu donner. C'est un débat qu'on avait vis-à-vis de... Quand on a posé la question sur le Hall of Fame, sur le compte Twitter, le nom de Tracy McGrady est souvent revenu. Et il y a eu un débat chez nous, forcément avec Alan, qui a défendu Tracy McGrady. Et moi, je disais qu'en fait, le problème de Tracy McGrady, c'est que pour moi, on va arriver à un moment, on va parler de nos avis vraiment perso. Tracy McGrady légitime la sélection au talent. C'est-à-dire que on va sélectionner un joueur uniquement pour son talent et l'histoire d'accomplissement qui semble quand même être dans l'ADN ou ce qu'on peut voir dans l'ADN du Hall of Fame, c'est un petit peu tronqué avec des carrières comme ça. Derrick Rose, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il a peu de chance. Je t'avoue que je change d'avis à chaque fois que je préparais le podcast, je changeais d'avis parce que tu l'as dit, il y a très peu de saisons au haut niveau. Alors certes, c'est le plus jeune MVP, le MVP le plus jeune, mais en réalité, quand on regarde, il y a une seule sélection All-NBA. Les All-Stars, il en a que 3, c'est encore très peu. Il y a très peu d'années au top et quand on voit cette longévité, bien souvent, elle est accompagnée du haut niveau. C'est une longévité au haut niveau que n'a pas vraiment Derrick Rose. Sa carrière a été un petit peu, je sais pas, le phénix, il a réussi à revivre un petit peu. Moi, je t'avoue qu'il y a 3-4 ans, au moment où il est à Cleveland, au moment où il est ballotté, pour moi, il y rentre jamais. Maintenant, je pense qu'il a une petite chance. À noter, c'est pour ça que je l'avais précisé, il y a cette question d'intégrité du jeu qui est mise en avant. Derrick Rose a vu son année universitaire être totalement effacée des mémoires parce que on a remarqué qu'il avait triché à son SAT, donc son test d'entrée à l'université américaine. Est-ce que c'est assez pour faire entrer l'intégrité du jeu dans l'équation? Je sais pas. Il y a ses affaires hors terrain aussi. Le Hall of Fame a beau être totalement opaque, il vit plus ou moins avec son temps. Donc faire rentrer Derrick Rose. Alors d'autres joueurs sont rentrés précédemment avec des affaires aussi. Je sais pas. Je trouve que
c'est très très compliqué le cas d'Eric Rose en fait. Tu vois, pour moi, c'est une sélection au talent qu'on est en train de nous proposer. Mais comme dit, moi, s'il n'y avait pas eu de précédent, je me serais rangé dans ton avis. Moi, j'ai notamment beaucoup observé du coup, il y a d'autres joueurs qui vont arriver avec des précédents blessures aussi. Et moi, j'ai observé ça, mais pour moi, il y a quand même de bonnes chances qu'il y aille parce que les circonstances sont particulières, parce que on a donné du coup le statut à Ralph Sampson et que du coup bah pourquoi pas moi du coup, pas pour aider Rick C'est Rose. ça le problème du Hall of Fame, c'est qu'on crée des précédents. Bah oui, mais dès lors que tu crées un précédent, bah forcément tu disons que tu permets à d'autres personnes de dire bah oui bah du coup traitement égal, je le mérite aussi. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué en préparant, c'était que finalement j'ai essayé de le comparer à d'autres carrières de joueurs brisés, mais en soi il a moins de saisons de haut niveau que pas mal de gars qu'on cite. Quand on cite un Grant Hill, bah en fait finalement c'est pas la même chose, hein. C'est vraiment très violent hein, dans le cas de Derrick Rose. C'est vraiment Bill Walton. Il a fait gagner un titre. C'est ça, ouais. Il a fait gagner un titre, c'est pas la même chose. Derrick Rose, il a à la fois c'est très, vous allez nous dire, c'est très arrêté titre, mais c'est un peu comme ça que c'est décidé. Derrick Rose n'a pas la bague en tant que franchise player, et il a en plus très très peu de saisons au très haut niveau. Enfin, une seule au NBA, c'est peu. Enfin, concrètement, Madiane, le prime de Derrick Rose, c'est 3 ans, c'est 2 ans et demi. 3 ans. C'est peu, hein. Non, c'est extrêmement peu, hein. C'était 3 étoiles et il en aurait fallu 4 ou 5 pour sécuriser. Néanmoins, je pense qu'il l'aura parce que l'histoire est particulière, parce qu'il y a son retour, parce que mine de rien, il a aussi un impact sur le jeu. On parlait de l'affaire dans le dossier, il faut aussi parler de médiatiquement ce qu'on a été. Derrick Rose a été à ce moment-là une superstar NBA très très vite. Ça a été très fort très vite et puis plus rien, mais très fort très vite et très haut. Il a été très haut, Derrick Rose. Donc pour moi, il va réussir à défendre un dossier qui est décent et je pense que si c'était arrêté c'était en 2018 à Cleveland où il commençait à se murmurer qu'il souhaitait prendre sa retraite, dernière année de LeBron là-bas, et que finalement il ne l'a pas pris, il allait dans le Minnesota suivre Thibodeau, puis ensuite à New York. Elle y était pas. Franchement, sans ça, il y était pas. Là, il y a une espèce de résurrection. Ouais, la renaissance. De renaissance qui va aussi aider à défendre son cas. Son cas est très limite, je sais, mais je pense qu'ils vont pas créer un précédent de MVP pas Hall of Fame. Et que y a pas mal de choses qui permettent de le justifier et que y a quand même le précédent Ralph Sampson qui pour moi Ralph Sampson, regardez c'est 3 saisons et demie et vite fait quoi. Je pense aussi, et là on va enfin répondre à la question sur la question des Hall of Famers, est-ce qu'il y en a trop? Je pense aussi pardon, je me suis demandé moi, c'est quoi ta définition du Hall of Fame si tu sors un peu des considérations statistiques? J'ai l'impression qu'en gros, si je devais... N'oublions pas que le Hall of Fame, c'est un musée aussi. En gros, si je devais faire un musée de l'histoire de la NBA, je dois mentionner cette personne. Et quand je fais un petit peu cet exercice mental-là, très théorique, hein, alors que j'ai plus de voix, je m'en excuse, Derrick Rose est dedans. Je peux pas raconter l'histoire de la NBA sans mentionner, si je dois écrire un immense ouvrage de 700 pages sur l'histoire de la NBA, où je mentionne des joueurs, je vais mentionner Derrick Rose à un moment, je pense. C'est difficile de pas le faire. Alors on va me dire, c'est un prisme, ceux qui ont fait des études en histoire, qui est beaucoup trop élitiste, c'est-à-dire qu'on va souvent mentionner les joueurs qui étaient dans des grosses équipes, plutôt que les autres. Et je me dis, est-ce que c'est pas un peu ça aussi, le Hall of Fame? C'est-à-dire que moi, Damian Lillard au Hall of Fame, ça me gêne un peu, pour l'instant. Parce qu'en fait, c'est horrible ce que je vais dire. Je vais prendre un autre exemple. Je pense que je peux raconter l'histoire de la NBA sans citer Joe Johnson. Et Joe Johnson sera au Hall of Fame. Statistiquement, on n'en a pas parlé. Il a tout ce qu'il faut.
Je pense que je peux raconter l'histoire de la NBA sans citer la Marcus Aldridge. La Marcus Aldridge sera probablement Hall of Fame. Et ça me dérange. C'est ça, en fait, moi. Je pense qu'il y a des joueurs qui ne rentrent pas dans le grand récit de la NBA. Alors, on va me dire, ça, c'est extrêmement personnel comme avis. Subjectif, oui. Mais c'est un peu, selon moi, le Hall of Fame. Je suis d'accord. Moi, je vois ça, typiquement, imaginons que Stephen Curry n'ait pas tous ses accomplissements statistiques. Il y a quand même une équipe qui a gagné 73 victoires dont il était le leader et qui a mené un grand show, qui a révolutionné le jeu quelque part parce que on avait eu les prémices avec les Spurs 2014, mais il y a vraiment eu la rupture à ce moment-là où tout le monde a commencé à regarder le tir à 3 points d'une façon très différente. Et les fréquences de tir à 3 points, on en avait parlé dans un précédent podcast, ont explosé quasiment dans la même ligne d'horizon que l'avènement de ces Warriors-là. Il y a des joueurs qui changent des choses et pour moi, c'est si tu as changé le jeu, si tu as accompli quelque chose de très différent, tu mérites de rentrer. Après, il y a des accomplissements individuels. Est-ce que Carmelo a changé le jeu? C'est difficile à dire, j'ai pas non plus extrêmement l'impression qu'il ait apporté quelque chose de neuf. Néanmoins, ses accomplissements en carrière, je peux pas ne pas le mettre. C'est la NBA des années 2000, fin des années 2000, qui est là et c'est des grands moments clairement que Melo a apporté à la NBA. Donc voilà. Donc pour moi, c'est pas forcément la bague, c'est pas forcément les titres, mais est-ce que tu as compté un moment? Il y a des joueurs, enfin, je vais être dur envers Kevin Love, mais tu peux raconter l'histoire de la NBA sans Kevin Love. Franchement, tu peux. On peut parler les Cavs, c'est LeBron et Kyrie 41 points dont on parle. C'est ce bloc, c'est le tir de Kyrie sur la tête de Stephen Curry. Kevin Love, il a pris 14 rebonds dans le Game 7 et il a fait un protocole de commotion cérébrale dont j'oublierai sans doute l'existence dans 3 ans. Et pourtant, Kevin Love va y rentrer. Donc oui, on va me dire oui, mais il n'y avait pas une game où il fait 20 points, 30 points, 30 rebonds, une connerie du genre. Il a un match un peu aberrant quand il était aux Wolves, mais franchement, c'est léger, c'est extrêmement léger. Et malheureusement, dans les critères actuels du Hall of Fame, il rentrera. S'ils ne changent pas les critères, s'ils ne changent pas leur façon de jouer, si on regarde rétrospectivement ce qu'ils ont fait, comme dit, il n'y a pas de critères, mais rétrospectivement, on analyse ce qu'ils ont fait, Kevin Love a suffisamment d'accomplissements pour y rentrer. Et moi, perso, ça m'embête un peu. Kyle Lowry, c'est pareil. Et moi, je pense qu'il faut insister sur le fait que ce n'est pas la théorie du c'était mieux avant, faut s'en méfier parce qu'en réalité, le Hall of Fame, dans ses premières années, il y a déjà des aberrations de 1 et de 2. Il y a peu d'intronisation parce qu'ils n'ont pas d'argent. En fait. Pour regarder l'histoire du Hall of Fame, ils n'ont pas d'argent au début. Dès qu'ils commencent à être légitimes, à avoir de l'argent, ils font rentrer plein de monde. Regardez la liste dès les années 70. Il y a des joueurs qui ne seraient pas considérés comme légitimes qui rentrent. Et moi qui ai toujours voulu un peu réformer ce Hall of Fame, il y a un problème un peu moral qui se pose, c'est que éjecter des joueurs qui sont probablement morts, c'est extrêmement compliqué du point de vue de la mémoire de ces légendes du jeu, en fait. C'est très très compliqué de faire ça. Ou de mettre en place, je pensais à une époque mettre en place des espèces de grades. Il y a rien de pire pour s'attirer les foudres des gens si tu manques de respect à quelqu'un qui n'est plus là, ou alors on va encore avoir les débats générationnels. Donc, je trouve que malheureusement, comme le départ on a pointé du doigt au début est bancal, eh bien, on obtient ce qu'on a actuellement. Mais je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il faut, alors je sais, pour moi, dans mon esprit, ça a du sens, mais il faut être dans ce livre de 700 pages sur l'histoire de la NBA. Damien Lillard n'y est pas, selon moi. S'il s'arrête maintenant, dans mon Hall of Fame, Damien Lillard n'y est pas. Je pense que je peux raconter l'histoire de la NBA en 700 pages sans mentionner Damien Lillard. Il lui manque un petit truc. Il lui manque un truc encore. Il lui manque un truc. Je suis d'accord. Donc du coup, Madiane, pour terminer, je t'avais pas préparé cette question-là, mais du coup, si on reprend la fameuse liste des 26 noms qu'on a fait, si maintenant tu mets les joueurs qui, selon toi, dans ta vision du Hall of Fame, sont légitimes, il y a qui? On en a peut-être une dizaine. LeBron, Durant, Chris Paul, Harden, Curry, Westbrook, Melo, Giannis, Kawhi.
AD peut-être, à voir en fonction de la suite. Dwight, je veux bien le rentrer parce que quand même, fin des années 2010, il a fait Parce des que choses... sinon, je te mute sur le podcast. Non, non. Et puis après, Jokic parce que MVP et que le MVP, j'ai envie de les rentrer. Luka Doncic parce qu'il rentrera quasiment forcément. Voilà. Ouais, je te rejoins en gros, hein, c'est ce que j'avais appelé les first ballots dès le début de leur carrière. Hein. C'est la même liste, hein, pratiquement. LeBron, Durant, Curry, Carmelo Anthony, James Harden, Russell Westbrook, Chris Paul, Kawhi, Giannis, Dwight Howard, Jokic, et puis bon, Doncic, c'est de la prévision. Ça a l'air quand même oui, ça a l'air d'être l'élu, quand même. Ça a l'air d'être l'élu. Très bien. Donc, on espère que vous avez... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Madiane? Parce que je sais qu'on a beaucoup préparé, donc est-ce qu'il y a quelque chose? Non, mais je suis très preneur des retours des auditeurs sur ce podcast parce que c'était extrêmement intéressant à préparer. J'espère que c'était tout aussi intéressant à écouter. Et ne soyez pas choqués par qui j'ai envoyé Hall of Fame. Vous savez que je n'en pense pas moins. C'est ça, ouais. Mais en tout cas, c'était intéressant et c'est sans doute en 5 ans un des podcasts les plus difficiles que j'ai eu à préparer parce qu'il n'y a pas de source sur le Hall of Fame. Il n'y a rien, c'est-à-dire que ma source, c'est à 80% le site du Hall of Fame et quelques articles, un d'ESPN qu'il faut déterrer des fin des années 2000, un de Washington Post du début de la décennie suivante. Il y a très très peu d'informations. Mais en tout cas, effectivement, on espère que vous avez apprécié. Donc, s'il faut résumer, le Hall of Fame est une institution extrêmement opaque, dont on ne connaît pas vraiment les processus de sélection. La théorie du c'était mieux avant est quand même extrêmement limite quand on regarde l'historique avec certains joueurs qui font leur rentrée malgré... Et ça, on n'en a pas parlé, Madiane, mais entre les années 70 et maintenant, il y a x2 niveau équipe. Donc, forcément, il y aura plus de joueurs, massification, augmentation des joueurs au All-Star. Enfin, voilà. Je finirai sur un point. On compare souvent les Hall of Fame. Je sais pas si je l'ai dit ça, mais je trouve que le Hall of Fame NBA, en plus de ce caractère international, il y a une vraie différence. Le Hall of Fame NBA a été créé trop tôt. Il a été créé alors que le jeu, le basket était encore à ses débuts. La ligue était pas tellement fixée. Regardez les autres Hall of Fame, en particulier baseball, football américain. Ils sont créés alors que la ligue, le processus de maturité est beaucoup plus avancé. Ce qui fait qu'on intronise des mecs dès 1959, alors que le 1959, le basket, la NBA, globalement, c'est extrêmement anonyme encore. Et c'est ça le problème. Le Hall of Fame aurait été créé en 85, on n'aurait pas de problème, je pense. Ce qui fait que beaucoup de personnes applaudissent le Hall of Fame de baseball. Forcément, il a été créé alors que la ligue était beaucoup plus mature. C'est pas le cas du basket. Du coup, on terminera là-dessus, Madiane. On espère que vous avez apprécié. On vous invite à nous suivre sur Twitter, sur les plateformes où vous écoutez le podcast. Et puis nous, on se retrouve très vite. Bonne semaine. Salut. Salut.